Si on se flagelle suffisamment longtemps à la télé, les Chinois prendront moins l'avion. Vous êtes fêlés, vous êtes fêlés. Jamais 1,3 milliard de Chinois, 1,3 milliard d'Indiens, à qui on a vendu notre mode de vie pendant 40 ans, va accepter qu'on soit leur leader. Surtout que le soft power est en train de s'inverser. Exactement. J'y reviendrai après quand je vous parlerai de l'âge de la connaissance, votre dernier livre. Là, en l'occurrence, je voulais aborder rapidement votre premier livre, Libérer votre cerveau, où vous y abordez la question des différents logiciels qui ont été installés depuis notre enfance et qui parfois peuvent nous empêcher d'avancer. Moi, la question que je voulais vous poser, Idriss, c'est comment fait-on l'inventaire de ces logiciels et lesquels doit-on supprimer? C'est très dur. Alors normalement, il y a un mécanisme, je ne devrais pas dire c'est très dur parce qu'après ça va décourager les gens de le faire. Il y a un mécanisme naturel qui est la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, ça s'appelle l'âge bête en France. Parce qu'on voit la personne tomber, mais pas tomber physiquement, comme un enfant qui essaie de marcher, mais tomber psychologiquement. À l'âge bête, ce qu'on voit, c'est que on a un être humain qui essaie de se mettre debout psychologiquement, c'est-à-dire de prendre le contrôle sur les logiciels qu'il a appris, qui lui ont été transmis par ses parents, par son entourage, par la culture de sa société. Et à l'adolescence, on comprend qu'on a, pour parler un peu en termes d'informatique, les droits d'administrateur sur son cerveau. Alors pas complètement, hein, parce que c'est toujours très très dur d'enlever ses névroses, etc. Mais on comprend qu'on peut décider d'installer tel ou tel logiciel et de désinstaller tel ou tel logiciel. Alors on décide d'installer des conneries, du junkware, comme quelqu'un à qui on donnerait un ordinateur ou un smartphone, puis qui n'y connaît rien, qui se met à installer la première saloperie qui tombe sur laquelle, bah, c'est pareil, on devient gothique, on devient skater, on devient rappeur. Voilà, bon, ça c'est un premier truc qu'on installe. La première saloperie tentante et brillante qu'on voit sur l'App Store des applications mentales, on l'installe. Bon, et c'est pas forcément la bonne. Et puis ensuite, on désinstalle des trucs qui peuvent être importants. Et c'est ça l'âge bête. Mais c'est pas du tout un âge bête en réalité. C'est nécessaire, exactement. C'est comme ça qu'on se construit. Un enfant qui essaie d'apprendre à marcher, on ne l'appelle pas l'âge maladroit. Alors que objectivement, il est maladroit. Mais on a la sagesse de ne pas appeler cet âge l'âge maladroit. On a même limite envie de l'appeler l'âge adroit, parce que l'adresse ne fait qu'augmenter. Donc l'adolescence, c'est pareil. C'est pas l'âge bête du tout. C'est l'âge de l'adresse qui augmente psychologiquement. Qui décide de ce formatage du coup et que l'on subit depuis la naissance et à qui cela bénéficie-t-il? Notre volonté de nous conformer aux autres. C'est la pression des pairs, ce qu'on appelle la peer pressure en anglais. PIR, donc les pairs. Ça, il y a des gens qui sortent jamais de l'adolescence. C'est horrible de voir qu'aujourd'hui dans le monde universitaire, par exemple, la pression des pairs est devenue ultime dans la construction d'une carrière, et tout un tas de chercheurs, alors que ce soit le très grand, l'immense Grigori Perelman, qui est le plus grand mathématicien vivant à l'heure actuelle, ou des mecs comme Jeffrey Lagarias, etc., on dit il faut sortir de ce modèle-là parce qu'il crée une conformité qui fait que les gens ne prennent plus de risques. Ils ont tellement peur. Des très bons chercheurs sur le cancer, je regarde tous les prix Nobel qui sont tombés dernièrement, c'est assez flippant de voir qu'ils disent tous j'ai dû faire 10 ans, 15 ans dans mon trou parce que sinon jamais j'aurais pu présenter ça en commission, personne n'y aurait cru. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui vont mourir parce que le médicament n'aura pas été découvert, n'aura pas été développé, parce qu'il y a un système qui encourage la conformité au-delà de l'innovation et de l'originalité. Donc c'est effectivement un devoir que nous avons tous de reprendre les droits d'administrateur de notre cerveau et de ne pas nous définir par rapport aux autres. Et si être libéré, c'est s'autoprogrammer, en choisissant les logiciels qu'on décide de garder de garder ou de supprimer de notre cerveau, ou d'installer d'ailleurs, comment savoir quand on est définitivement libéré? Comment je sais, moi, si aujourd'hui j'ai encore des logiciels qui me parasitent ou pas? Ça, je pense qu'on est définitivement libéré quand on n'y pense quasiment plus, quand c'est devenu une seconde nature que de... Il y a un maître soufi qui s'appelle Ali N. Dao, N'-D-A-W. Il a écrit une très belle série d'ouvrages là-dessus, qui sont des petits bouclettes très très digestes, qu'il a appelé la thérapie de la libération, et c'est dans une collection où il a analysé le profil psychologique des grands leaders de paix. Il a analysé le profil psychologique de Martin Luther King, Nelson Mandela, Dreyfus, grand leader de paix, Dreyfus, un type extraordinaire qui pardonne, sorti du bagne de Cayenne, enfin les pires atrocités, il flotte dans son uniforme, il pardonne. Et puis évidemment Eleanor Roosevelt, des gens comme ça. Et il a donné des invariants psychologiques. Il a dit voilà quelques invariants que j'ai identifiés, que tous ces gens partagent. Et ces invariants-là sont ce qui nous permettent en général de savoir qu'on s'est libéré. Donc je recommande à mes auditeurs Ali N. Dao, Thérapie de la libération, et puis je crois que ça s'appelle le parcours initiatique de la paix ou un truc comme ça. Très bien. Je voulais aborder maintenant votre dernier livre, L'âge de la connaissance. Vous y parlez d'économie verte. Moi j'ai une petite question à vous poser. D'économie bleue du coup. D'économie bleue. Comment fait-on comprendre dans une période comme celle-ci que la seule façon d'améliorer le bien-être global, c'est justement de passer par une économie
bleue/verte, sans être accusé de greenwashing à la botte des lobbies écolo-bobos. Justement, c'est ça le truc, c'est ce que je décris dans mon livre. Alors déjà, je vais en profiter pour faire pour la première fois dans la caméra une sorte d'excuse, c'est que Marc Halévy est un très bon ami, j'aime énormément ce qu'il fait, et par contre, j'étais pas conscient, moi je regardais ses confs, etc., qu'il avait sorti un bouquin qu'il avait intitulé L'âge de la connaissance, et donc là, je voulais quand même lui dire, évidemment, de toute façon, s'il a lu le livre, il verra qu'il n'y a pas de copie ou de passage qui se recouvre, mais on partage la même vision qu'effectivement, on est rentré, il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge du cuivre, du bronze, du fer, du carbone 1, du carbone 2, donc le charbon, puis le pétrole et le gaz, et aujourd'hui on rentre dans le premier néolithique, l'âge de la connaissance, premier âge immatériel, l'occasion de sortir du matérialisme forcené, sans le renier, c'est-à-dire que le matérialisme a été une étape importante, encore une fois, mais il faut le dépasser maintenant, et donc dans l'âge de la connaissance, je commence en disant, oui, il y a une guerre vert-de-gris, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les verts, de l'autre côté les gris. Aujourd'hui, quasiment tout le monde s'accorde à dire on n'aura jamais emploi et nature. Nature ou emploi, donc ce que j'appelle le mensonge Noé dans mon livre, ce qui est nature ou emploi, eh bien c'est soit on a la nature, soit on a l'emploi. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, si on demande à Greta Thunberg, il va dire l'emploi, on s'en fout, c'est la nature. Si on demande à Trump, il va dire la nature, on s'en fout, c'est l'emploi. Et ils sont tous les deux convaincus que de toute façon, on ne pourra pas avoir les deux. Et pendant la première guerre mondiale, dans les guerres de tranchées, la seule chose sur laquelle l'entente et l'alliance étaient d'accord, c'était de se faire la guerre. Comment peut-on prouver justement que c'est conciliable? C'est déjà prouvé. Plus que conciliable, c'est ne doit faire qu'un écologie et économie. Il y a un pays qui, si jamais il ne trouve pas la solution au problème Noé, donc nature ou emploi, eh bien, il meurt. Et ce pays, c'est la Chine. La République populaire de Chine, précisément le gouvernement chinois, sait que s'ils ne font pas, disons, 6% de croissance du PIB, concrètement, c'est-à-dire, c'est loin d'être parfait, on ne va pas revenir sur les questions du PIB, tout bon, mais concrètement, leur contrat social, c'est prospérité. Pour une culture confucianiste, c'est très important. Les anciens doivent assurer un meilleur niveau de vie à leurs enfants. C'est une question d'honneur, c'est une question de ne pas perdre la face. Et ensuite, après, les enfants, évidemment, assurent la retraite des anciens par leur activité économique. Et dans une culture confucianiste, matérialiste forcenée également, eh bien, il y a cette idée fondamentale, donc la croissance, c'est un devoir des générations précédentes aux générations suivantes. Les Chinois tiennent la Chine, en l'occurrence le Parti communiste chinois tient la Chine par 6% de croissance. Sous les 6%, ça commence à vaciller. Sous les 6%, ça commence à sentir le sapin pour eux. Et ils savent, donc d'une part, ils savent que s'ils tombent sous les 6%, ça va commencer à vibrer. Et d'autre part, ils savent que le prochain Tiananmen, alors je parle en Chine continentale, pas à Hong Kong, mais le prochain Tiananmen, en Chine continentale, ça sera parce qu'il y aura des problèmes écologiques. Ça sera parce qu'on ne peut pas respirer à Shanghai ou à Pékin. Ça sera parce qu'il y a des villages du cancer. Ça sera parce qu'une fois, il y a eu des centaines ou des milliers de carcasses de porcs qui ont traîné dans le Huangpu, le fleuve. C'est un désastre écologique qui va causer... ce sera un cas écologique grave qui, malgré tout le contrôle médiatique, finira par percoler. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Donc, les Chinois, s'ils ne peuvent pas avoir écologie et économie, ils sont morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit 1, on peut, mais petit 2, le pays, la nation, qui arrivera à développer un modus vivendi basé sur nature et emploi à grande échelle, parce que Singapour le fait déjà, Singapour est très attractive, mais c'est une cité-État. Un pays qui y arriverait à grande échelle au XXIe siècle, c'est le leader mondial. Quoi qu'il fasse, qu'il soit démocratique ou pas, si un pays arrive à avoir nature et emploi, même sans la démocratie, j'insiste parce que Singapour, pas une démocratie, bon. Mais un pays qui arrive à avoir nature et emploi à grande échelle, à concilier les verts de gris. Ouais, c'est ça, à dépasser c'est le leader culturel mondial du 21e siècle, c'est lui. Donc, les Chinois en sont parfaitement conscients et ils ont un bond de soft power qu'ils peuvent prendre avec la capacité à réconcilier nature et emploi. Et est-ce que le biomimétisme peut être quelque chose qui peut nous aider à réconcilier l'écologie et l'économie, enfin l'emploi et la nature? Si oui, comment vous définissez-vous le biomimétisme rapidement? Donc, le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour innover.
Oui. Durablement, en conséquent, parce que quand on s'inspire de la nature, on innove durablement. Mais c'est pas nouveau ça. Non, par exemple, c'est je pense à l'hélicoptère qui s'est inspiré de la Léonard de Vinci, libellule. c'est très vieux. C'est en fait la lance de Socrate. Socrate était un hoplite. Il a fait la guerre du Péloponnèse et certaines sources disent que sa lance était déjà en forme de feuille de saule parce que ça permettait de l'extraire plus rapidement d'un corps. Bon, c'est un peu glauque, mais la formation de la tortue chez les Romains, bon, bah, c'est déjà de la bioinspiration. L'Orica segmentata ou l'Orica squamata, il y avait deux types d'armures chez les Romains, et une des deux s'inspirait des écailles. L'armure des cataphractes, la cavalerie lourde pendant Et pour vous, c'est cette nature qui doit inspirer toutes les innovations durables de demain? Oui, parce que la nature, c'est 4 milliards d'années de recherche et développement, on peut pas tester. Et la nature a innové à un niveau extrême sur les questions des déchets. Typiquement, l'oxygène a été un déchet. Il ne faut pas l'oublier, l'oxygène a été un déchet. L'ADN déteste l'oxygène. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, parce que l'ADN a évolué sur un squelette de désoxyribose pour se protéger du stress oxydatif de l'oxygène. Donc, l'oxygène était un poison, mais c'est grâce à lui que l'ADN, je ne vais pas dire apparaît, mais disons, la notion de noyau, l'apparition des cellules eucaryotes, elle est stimulée par la présence d'oxygène. Protéger le génome avec cet acide désoxyribonucléique et le protéger en plus dans un noyau, pour aller plus tard vers des espèces, des formes de vie multicellulaires élaborées. L'oxygène a été un déchet, la grande oxygénation a détruit la plupart des formes de vie sur Terre quand elle a eu lieu, mais elle a été un facteur d'évolution majeur, et aujourd'hui, évidemment, c'est grâce à l'oxygène que la Terre est bleue, puisque l'ozone renvoie du bleu dans notre direction. C'est la dispersion de Rayleigh, enfin Rayleigh scattering, je ne sais pas le traduire en français, par cet oxygène. Donc, essentiellement, la nature nous montre qu'elle arrive à faire du judo avec ses déchets. Le bois a été un déchet, il ne faut pas l'oublier. La période du Carbonifère vient du fait que quand le bois apparaît sur Terre, aucun champignon n'existe qui peut le digérer. Et donc le bois est une matière indigeste, non biodégradable, qui s'accumule. C'est ça qui est dingue. Hein. Et ces grands gisements de bois vont donner le Carbonifère. Donc la nature fait un judo permanent avec ses déchets. Elle nous en apprend tellement. Il faut la copier pour nos usines. C'est ce que dit Gunther Pauli. Ce n'est pas à la nature de ressembler à nos usines. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est à nos usines de ressembler à la nature. Vous communiquez beaucoup autour des problématiques monétaires en ce moment, inflation en Occident, déflation au Japon, et vous faites le constat que la monnaie mondiale est malade, enfin à l'échelle internationale. Oui. Est-ce que le salut se trouve dans les crypto-monnaies selon vous ? En partie. On peut pas. C'est comme quelqu'un qui a un cancer du sang ou quelqu'un qui a besoin d'une perfusion. On peut pas perfuser quelqu'un uniquement avec du plasma. On a découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on pouvait perfuser des gens avec des noix de coco. L'eau de coco, qui est une cellule en fait, hein, c'est du cytoplasme, c'est assez impressionnant, c'est une cellule géante, l'eau de coco. Eh bien, on peut perfuser des gens avec, parce qu'elle est au pH physiologique et puis aux paramètres de pression physiologique. Donc, un soldat, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, ou dans le Pacifique, on pouvait lui faire remonter sa tension, s'il avait perdu beaucoup de sang, en lui faisant une perfusion avec de l'eau de coco. Bon. Mais ça ne va pas améliorer son hématocrite, donc son taux de globules rouges, sa capacité à transporter de l'oxygène, etc. Les cryptos, c'est un ingrédient. Mais aujourd'hui, la monnaie mondiale a le cancer. Voilà, il y a un cancer. Et donc beaucoup de gens, par naïveté, se disent s'il y a cancer, il suffit d'enlever l'organe. Donc beaucoup de gens disent j'aimerais aller dans une société post-monétaire, mais en fait, en général, ce qu'ils appellent société post-monétaire, c'est une société pré-monétaire de troc. Ils disent voilà, on revient. C'est plus global selon vous. Oui, si on revient à du troc, ça va être une catastrophe pour les productions de la civilisation humaine. On ne peut pas avoir de production complexe, cette vidéo, etc. Les productions complexes humaines ne durent jamais longtemps quand la monnaie disparaît. C'est connu depuis l'âge de bronze. On ne peut pas avoir un Bohemian Rhapsody, on ne peut pas avoir Le Bon, la Brute et le Truand sans monnaie. Ce sont des produits qu'on ne peut pas avoir de fusée sans monnaie. C'est quelque chose de trop complexe pour être généré sans un intermédiaire au troc. Donc les cryptos, c'est quoi? C'est une béquille selon vous? Non, c'est un bon moteur d'évolution. C'est-à-dire que les cryptos amènent un cahier des charges nouveau. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies décentralisées. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies donc, qui sont protégées par autre chose que le filigrane, l'hologramme, le micropoint et tout le bazar. Et effectivement, les banques avaient commencé à déconner, il faut le dire. Les banques ont déconné sur les modes de règlement, sur les coûts. Aujourd'hui, les taux négatifs aggravent ce problème parce que le métier de banquier n'est plus rentable avec les taux négatifs. Donc, ils essaient de gratter de l'argent partout où ils peuvent. Moi, j'ai été à la banque cantonale de Neuchâtel, par exemple, ils prenaient 6 balles sur chaque compte tous les mois, comme ça, frais de bouclement de compte, ils appellent ça. Donc, il y avait 6 comptes, boum, 36 tous les mois, pas de problème, plus qu'un abonnement Netflix pour juste faire leur métier.
Parce qu'avec les taux d'intérêt négatifs, c'est plus rentable d'être banquier. Le métier de banquier, normalement, c'est d'emprunter à court terme de l'argent qu'on prête à long terme. Dans l'économie mondiale, la lymphe bancaire, parce que c'est comme voilà, un fluide, c'est physiologique, quoi, la physiologie du vivre ensemble mondial, la lymphe, c'est l'argent, eh bien les ganglions lymphatiques, et on le voit quand on a la peste, on a les ganglions qui gonflent, c'est la peste bubonique, les banques sont des ganglions de cette lymphe mondiale. Et là aujourd'hui on a un problème, c'est qu'elles sont sclérosées, durcies. Ces ganglions, notamment à cause des taux d'intérêt négatifs. À cause des taux d'intérêt négatifs, à cause du fait qu'elles se font plus confiance entre elles. Les banques ne se font plus confiance, elles se prêtent plus entre elles. Et ça, c'est un gros problème. On est en train, et c'est pour ça que si on avait un médecin qui pouvait palper les ganglions de l'économie mondiale, il dirait « Ah, oh, c'est dur là, c'est pas fluide ». Eh bien, les banques se prêtent plus entre elles, c'est dur. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, les cryptos amènent des voies. Ils disent « Regardez, on pourrait faire comme ça. On pourrait avoir d'autres moyens d'échange ». Donc, les cryptos seuls, pour l'instant, dans leur état actuel, ne sont pas du tout prêtes à être demain remplacer la totalité de l'économie, etc. Mais elles sont un peu comme le lièvre, vous savez, dans les courses de lévrier. Voilà, on fait que on a un lièvre mécanique qui va courir, qu'on va envoyer à très haute vitesse, et puis les lévriers vont courir derrière pour les stimuler. Les cryptos peuvent être ça pour les banques, parce que les banques ont besoin d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une leucémie, un cancer du sang, ou un cancer de la lymphe, puisque dans la lymphe donc, il y a des cellules immunitaires, un cancer de la lymphe à l'échelle mondiale, il y a un cancer du vivre ensemble qui vient du cancer de la monnaie, effectivement. Pendant